Bonjour et bienvenue dans ce point de situation dédié à l'Ukraine sur les 2 mois du conflit. Une période qui a été marquée par la poursuite des tentatives ukrainiennes de percer la défense russe sur plusieurs zones du front, l'action spectaculaire des commandos en mer Noire, ainsi que des destructions importantes d'installations russes en Crimée, une multiplication des attaques de drones dans la très grande profondeur, par exemple sur des bombardiers stratégiques ou des centres logistiques russes, mais aussi et surtout avec des combats intenses sur les 1000 km de front, ce qui a permis des avancées limitées pour les deux camps en fonction des zones. Avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée. L'argent qui est collecté grâce à ce sponsor est reversé à des œuvres en Ukraine. Et notre partenaire aujourd'hui, une fois de plus, c'est Incogni qui va garantir votre anonymat sur Internet. Est-ce que vous savez, quand vous vous promenez sur Internet, eh bien, il y a énormément d'organismes qui collectent des informations sur vous. Ils s'appellent les data brokers. Il y en a des milliers et ils vont gagner des milliards d'euros à partir des informations qu'ils vont collecter, comme vos habitudes d'achat, des questions de santé, des questions financières, votre travail, votre relation amoureuse, et à partir de ces informations, ils vont les vendre. Alors, parfois c'est pour faire de la publicité qui va être plus ciblée, ça pose pas réellement de problème. Parfois c'est aussi pour faire augmenter le tarif des prestations que vous allez acheter. Et ensuite, ça peut même avoir des impacts sur les taux de crédit ou les taux des assurances, par exemple, que vous allez pouvoir utiliser. On a le droit de faire supprimer ces informations, sauf que parmi les milliers et les milliers de brokers qui existent dans le monde, vous ne savez pas dans quel vous êtes répertorié. Et c'est là qu'Incogni intervient. Parce qu'Incogni, eux, ils vont pouvoir aller vérifier dans quelle base de données vous vous trouvez et ils vont faire toutes les démarches administratives à votre place. Et ça prend un temps infini. Sur les 73 bases de données dans lesquelles j'ai été identifié, ils ont réussi à déjà me faire supprimer de 53 d'entre elles et le travail continue, sachant qu'il y a toujours des collectes et donc ils doivent renvoyer des demandes en permanence. Donc abonnez-vous à Incogni en suivant le lien qui est en commentaire de cette vidéo et bénéficiez d'une réduction de 60% avec mon code exclusif pour vous aussi retrouver votre anonymat sur Internet. Allez, on retourne à notre sujet, l'Ukraine, en commençant par un point sur les statistiques avec d'abord les pertes matérielles des deux camps qui sont d'un niveau très élevé avec en moyenne 15 pertes par jour pour les Russes et environ 8 pour les Ukrainiens. Et donc là on parle d'une moyenne, c'est-à-dire qu'on a toujours un ratio qui est de 2 pertes russes prouvées pour chaque perte documentée du côté ukrainien. Et je le répète, il ne s'agit pas de données qui sont fournies par les belligérants, il s'agit d'une base de données qui est alimentée par les partisans des deux camps qui veulent prouver l'efficacité de leur propres armées en fournissant des images sur les pertes qu'ils occasionnent. Et donc on a des destructions qui dépassent maintenant les 12 200 pertes du côté russe, dont 3 300 chars et véhicules de combat d'infanterie, contre 4 500 pertes au total du côté ukrainien. Quand on regarde la carte des destructions et des bombardements, avec des situations qui ont pu être géolocalisées, on voit mieux la disproportion des pertes en faveur des Ukrainiens, notamment dans la profondeur, où les Russes ne prouvent que très peu de destructions. Quand on entre dans le détail des pertes, l'Ukraine continue à subir des destructions dans toutes les catégories d'équipements, d'une manière qui est relativement équilibrée, c'est-à-dire que ça continue les courbes qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant. Alors que du côté russe, par contre, il y a très clairement une surfocalisation des Ukrainiens contre 3 catégories d'équipements. Les pièces d'artillerie, les systèmes de défense aérienne avec presque une perte prouvée chaque jour, et les équipements de guerre électronique qui comprennent aussi les radars, ce qui explique l'explosion des coûts des destructions avec au moins 2 milliards d'euros de pertes de matériel militaire qui sont prouvées chaque mois, et les pertes seront certainement très supérieures encore au mois d'août et au mois de septembre, vous allez voir pourquoi. Côté qualitatif, l'âge des armes russes reste toujours aussi élevé, avec seulement 37% des armes détruites qui sont d'origine russe, contre 63% qui datent de l'époque soviétique. Donc on a une armée qui continue à être vieille, de plus en plus vieille, avec toujours plus d'équipements qui datent pour certains des années 50. Et côté humain, alors là on est sur des estimations, mais les services de renseignement, notamment occidentaux, estiment qu'il y aurait 120 000 morts et 170 000 blessés du côté russe contre 70 000 morts et plus de 100 000 blessés du côté ukrainien, à quoi il faut évidemment du côté ukrainien ajouter les très nombreux civils en zone libérée, donc il y a quelques milliers, mais surtout en zone occupée. On dépasse certainement les 100 000 morts, dont plus de 70 000 morts à Mariupol. Je vous remets encore une fois tous les liens pour que vous puissiez aller voir ces éléments. Si on s'intéresse maintenant aux superficies maîtrisées par les deux camps, il n'y a pas d'évolution importante puisqu'on a à peu près 800 km² qui ont été libérés par l'Ukraine depuis le début de l'été, ce qui représente quand même 2 fois les progrès russes de l'offensive d'hiver, mais ça reste très en dessous des espoirs que l'on pouvait mettre dans cette grande contre-offensive.
Et on va donc maintenant faire justement le tour des différents fronts, en commençant par la zone d'Odessa, qui a été la cible d'attaques répétées contre les installations civiles, notamment d'exportation du grain, qui sont en toute logique non protégées, puisqu'il ne s'agit pas de cibles légitimes militaires, stratégiques, et donc les Ukrainiens mettent leur système de défense ailleurs. Mais vous avez donc des missiles low cost, vous avez des drones suicides, vous avez des missiles de croisière qui vont être envoyés sur ces installations, et donc les Russes ont provoqué des dizaines de morts dans la ville et ont multiplié les attaques sur également les ports fluviaux du Danube. Sauf que la rive d'en face, eh bien, c'est l'OTAN, c'est la Roumanie, et la légendaire efficacité et précision des missiles russes fait qu'il y a un missile qui est tombé du côté roumain. Et la Roumanie a annoncé qu'elle allait mettre en place une protection sur sa frontière, ce qui est tout à fait légitime, avec un doute qui subsiste sur la potentialité de protéger également 20-30 km dans la profondeur ukrainienne. En tout cas, c'est l'occasion pour les pays alliés de l'Ukraine qui sont à sa frontière de protéger une certaine profondeur, faire une sorte de no-fly zone. Donc on verra si ça se concrétise. En tout cas, techniquement, ils l'ont fait. Est-ce qu'ils prendront la décision d'empêcher les missiles d'arriver maintenant? C'est une question politique et on sait que nos politiques manquent un peu de courage. Si on remonte dans la région de Kherson, là on est clairement sur une bataille autour du fleuve le Dniepr qui représente une frontière naturelle avec un nombre très important de raids qui sont conduits par les Ukrainiens sur la rive gauche du fleuve qui est occupée donc par la Russie. Et ça a conduit notamment à la capture de prisonniers, dont le cas qui a été rendu connu du Major Tomov, qui a tout de suite changé de camp, qui a fourni toutes les positions russes que les Ukrainiens ont pu bombarder. Et c'est probablement grâce à ces informations que le PC russe qui se trouve à Novakharkovka a été bombardé avec succès, et il révèle également la situation générale avec beaucoup de plaintes, avec des difficultés, avec du manque de personnel, une logistique qui n'arrive plus réellement à suivre, même si quand on regarde du côté ukrainien, ils continuent à subir des attaques, mais d'un point de vue russe en tout cas, ils estiment qu'eux, ils ne sont plus du tout au niveau qu'ils pouvaient avoir il y a encore quelques mois. Mais donc dans la zone, on a principalement des échanges d'artillerie, avec par exemple ce système S-300 ukrainien qui est détruit, près du village de Zelenia High, mais le gros des destructions est réalisé par des drones bombardiers et des drones kamikazes, comme le Lancet côté russe, ou par exemple le Warmate, et puis les FPV côté ukrainien. Et le coup d'éclat sur la période, c'est le bombardement avec des missiles HIMARS qui aurait tué plus de 200 soldats russes qui avaient pris l'habitude de se réunir tous les matins sur la plage, à la même heure, au même endroit. Et donc évidemment, ils étaient devenus une cible relativement plus facile. Plus au sud, quand on reste sur la mer Noire, on a eu une succession, et là pour le coup, de réussites stratégiques assez étonnantes de la part de l'Ukraine, avec, alors on sait que les drones Bayraktar TB2 continuent à fonctionner, mais là on les a vus de nouveau en action, avec la destruction de ce bateau russe par exemple. On sait également qu'il y a un TB2 qui a été abattu, il s'est écrasé dans la zone de Kherson, mais on sait qu'ils ont été largement utilisés également dans les actions commando qui ont été conduites sur la Crimée et sur toute la mer Noire. On note également les attaques par drone naval contre les navires russes en patrouille, et aussi contre un Chimikievitz qui a fortement renchéri le coût des assurances pour tous les navires commerciaux russes, et on a également la présentation par l'Ukraine d'un vrai sous-marin kamikaze, qui sera donc encore plus compliqué à intercepter pour les Russes. Mais le plus intéressant, c'est la multiplication des raids à très longue distance pour attaquer directement la Crimée. En particulier, les commandos ukrainiens ont conduit un assaut pour détruire une batterie côtière et poser leur drapeau avant de repartir, mais aussi pour reprendre possession d'une plateforme d'exploration pétrolière qui est occupée par la Russie depuis 2014 et que la Russie utilisait à la fois pour ravitailler ses hélicoptères, mais aussi pour surveiller toute la mer Noire avec un radar que les Ukrainiens disent avoir capturé intact, ce qui évidemment fera le bonheur de services de renseignement occidentaux, puisqu'il faut se souvenir que les Ukrainiens font du troc, informations sur les Russes, les hélicoptères, les drones, les chars qu'ils récupèrent en entier, les systèmes de guerre électronique également, ça a beaucoup de valeur, et donc ils vont l'échanger contre des blindés, des véhicules, des avions, on verra bien ce qu'ils en font, mais donc de ce côté, on a vraiment des raids opérationnels qui ont un grand succès, et ça a aussi permis d'ouvrir la voie à d'autres bombardements qui ont eu lieu directement sur la Crimée, avec la coupure définitive des voies ferroviaires de la Crimée vers l'Ukraine continentale, en utilisant des missiles Scalp ou alors le Storm Shadow, c'est difficile de les différencier, la destruction d'au moins 4 dépôts de munitions et de carburant de grande taille, mais aussi des attaques contre les équipements les plus précieux, notamment le module de commandement d'un système de défense aérienne S-400 qui aurait été réalisé avec un nouveau missile, et ça vaut le coup de s'y attarder. Vous vous souvenez, au début de la guerre, il y avait l'Ukraine qui avait réussi à couler le navire Moskva en utilisant un missile anti-navire Neptune. Eh bien, ils ont apparemment réussi à transformer ce missile pour lui donner une capacité sol-sol au-delà de 200 km.
ce qui n'est pas autant que les missiles aéroportés, mais le problème des Ukrainiens, c'est qu'ils n'ont pas assez d'avions et pas assez de vecteurs pour lancer tous leurs missiles, et donc, à défaut d'avoir des Sukhoi 24, ils ont certainement un nouveau missile qui a l'air très efficace, puisque même le fameux S-400 de défense aérienne, qui avait une très très bonne réputation, n'a pas réussi à l'intercepter. Et en plus, vous remarquerez que le S-400, dans ce cas, il est même filmé par un drone qui a été identifié comme étant un PD-2, donc un drone ukrainien. C'est-à-dire que les Ukrainiens s'étaient payé le luxe de mettre un drone d'observation, puis d'ensuite envoyer le missile, ce qui veut dire qu'il y a des défauts à la fois sur la guerre électronique et également une inefficacité de la défense aérienne. On a ensuite un deuxième S-400 qui a été touché, donc encore une fois, c'est un système qui coûte au moins 600 millions de dollars. Et cette destruction, cette accumulation de radars, de systèmes de guerre électronique et de défense aérienne qui ont été détruits, elles ont conduit le 13 septembre à une attaque directe sur la base de Sébastopol qui a été visée par des Scalp ou Storm Shadow, avec la destruction d'un navire, d'un sous-marin et des bâtiments qui permettent la maintenance des navires de la mer Noire. On savait que les navires russes avaient déjà en partie dû reculer, devaient quitter le port parce qu'ils étaient à portée à 300 km des missiles. Là, on sait maintenant qu'ils ont vraiment quitté Sébastopol pour se réfugier en mer d'Azov, voire encore plus loin sur la côte. Mais là-bas aussi, il y a eu des attaques de drones navals ukrainiens. Donc il y a un vrai problème pour la Russie pour maintenir la capacité de suivre les opérations. Et ça veut dire pour les Ukrainiens qu'en desserrant l'étau sur l'ouest de la mer Noire, eh bien, les exportations de grains, elles pourront être beaucoup plus faciles, parce que vous vous souvenez que quand il y avait une reprise de ces exportations, les Russes avaient envoyé des hélicoptères pour réaliser des contrôles relativement agressifs, et puis également, ça va rendre plus difficile les bombardements, puisqu'ils seront logiquement beaucoup plus loin. Donc, au final, le 20 septembre, c'est carrément le quartier général de la flotte russe et de l'armée russe qui a été détruit pendant l'heure du briefing matinal dans lequel tous les officiers étaient réunis, et a priori, d'après les sources russes, ce serait un vrai carnage. Quand on retourne au nord, sur la zone de contact, là où il y a les combats terrestres dans la région de Zaporijjia, c'est là qu'on a pu observer le plus d'efforts de la part des Ukrainiens. Comme je le disais dans les deux dernières vidéos, l'objectif est de couper le dispositif russe en deux, en progressant simplement d'une vingtaine de kilomètres. Et ces 20 kilomètres, ils pouvaient changer énormément de choses, car à partir du moment où le pont de Kerch sera détruit, ce qui n'est qu'une question de temps, puisqu'il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas finalement à le toucher, eh bien ces 20 km permettent aussi d'avoir l'autoroute M14 à portée d'artillerie, ce qui empêchera l'approvisionnement de toutes ces zones qui est en gros la Crimée, l'oblast de Zaporijjia et l'oblast de Kherson occupés. Et donc on aurait toutes ces zones qui ne pourraient plus être ravitaillées que par voie maritime, d'où l'importance des attaques maritimes qu'on voit et qui vont continuer certainement à s'intensifier. Et donc cette première phase de l'offensive ukrainienne dans la région, elle a vu l'engagement de toutes les brigades de réserve, donc il y en avait 12 au début. Toutes ont été engagées les unes après les autres, mais ça a permis également de garder du monde disponible à l'arrière, parce que leur objectif, c'est de ne pas faire la même erreur que l'année dernière, quand la grande contre-offensive avait fonctionné. Ils avaient libéré 20 000 km², mais ils n'avaient plus assez de ressources, de réserves pour continuer à avancer, alors que potentiellement, ils auraient pu libérer encore plus de territoire. Et donc cette fois-ci, ils n'engagent pas toutes leurs forces, ils engagent à peu près 3 brigades à la fois sur les 12 qui sont disponibles, mais en espérant pouvoir percer, et s'ils percent, quand ils perceront, là ils pourront vraiment passer sur la deuxième phase de cette offensive, et aujourd'hui on est toujours dans l'objectif de simplement casser la défense russe. Mais alors, c'est évidemment particulièrement compliqué, vu le niveau des défenses qui a été construit par les Russes depuis une grosse année, mais pour l'instant, les Ukrainiens ont franchi entre 8 et 10 km de cette ligne de défense, donc il ne faut pas réellement parler en kilomètres dans ce cadre-là, c'est plutôt quelle est la proportion de la ligne de défense qu'ils ont réussi à détruire, et a priori ils ont avancé de 80% par rapport aux capacités de passer derrière cette ligne de défense principale, et derrière ce serait, je ne vais pas dire un champ ouvert, mais en tout cas des combats qui seraient beaucoup plus simples, avec des libérations du coup, qui pourraient être de beaucoup plus grande ampleur. Alors, ces avancées dans la défense russe, elles ont été très coûteuses dans un premier temps. Dans les tout premiers début juin, vraiment, les Ukrainiens perdaient jusqu'à 500 hommes par jour. Je parle vraiment uniquement des morts, donc c'était vraiment très très compliqué parce qu'ils y ont été frontalement, de manière américaine, telle qu'on leur avait conseillé de le faire, sauf qu'il n'y avait pas de soutien aérien. Donc jusqu'à 20% des matériels engagés ont été détruits sur les premières phases, jusqu'à ce qu'ils se réadaptent à partir de la fin juin, début juillet. On a vu vraiment une évolution avec beaucoup moins de pertes, une efficacité également plus importante parce qu'ils ont commencé à avancer, et puis aussi parce qu'ils avaient réussi à brécher la première ligne, celle qui était la plus lourde, la plus difficile à passer. Et derrière, cette supériorité qu'ils ont acquis, elle a été possible notamment
par la destruction des systèmes de guerre électronique, ce qui permet vraiment d'utiliser les drones en profondeur. Et on a vu beaucoup de succès dans ce domaine, avec le ciblage également systématique de l'artillerie, avec une domination ukrainienne dans la zone, qui est d'ailleurs source d'inquiétude dans l'état-major russe. Alors les Russes continuent à plus tirer, très clairement ils tirent quasiment en continu, mais les Ukrainiens quand ils tirent, c'est vraiment en mode sniper, avec des coups au but quasiment à chaque fois, donc moins d'obus, qui arrivent quand même à donner plus de résultats. Et il y a enfin la destruction des systèmes de défense aérienne, notamment grâce aux missiles AGM-88 et également à l'artillerie, ce qui a ensuite permis de réaliser des destructions à base de bombes planantes, comme on le voit ici, sur cette tranchée renforcée, avec les fameuses bombes planantes JDAM qui portent à 70 km de distance et qui peuvent désormais être lancées aussi depuis le Sukhoi 27 et plus seulement depuis uniquement les MiG-29. Donc ce sont ces trois acquis, ces avantages stratégiques qui ont permis aux Ukrainiens de lancer leurs offensives terrestres. Alors on a évidemment des offensives ratées, par exemple cette compagnie mécanisée qui va être complètement détruite après avoir tenté de foncer dans les tranchées et dans les champs de mines, sans préparation apparente d'artillerie ni soutien aérien. Et ici à Robotyne, on a au moins 4 BMP-1 et 2 ainsi qu'un T-72 qui sont détruits. Et dans la profondeur ukrainienne, on a également des succès pour les bombardements de la part de la Russie, notamment contre un centre logistique ukrainien dans la gare de Mesova, ce qui est très rare en comparaison avec le nombre de bombardements prouvés de la part des Ukrainiens. Et comme je vous le disais, à partir de mi-juillet, on a plusieurs avancées, des libérations qui commencent à accélérer avec des villages qui faisaient partie de la ligne de défense russe, comme par exemple Robotyne ou Novopoplivka, avec des preuves d'effondrement local de la défense russe. Et à partir du mois d'août, les images de grands mouvements de blindés commencent à être de plus en plus rares, et on voit davantage de raids ponctuels pour détruire les défenses. Par exemple avec ce char Léopard 2A6 qui arrive à détruire 2 chars T-80, mais aussi la perte pour la première fois par les Ukrainiens d'un char Challenger 2 fourni par les Britanniques. Puis ensuite on a une préparation d'artillerie avant de voir les assauts, comme ici à Robotyne, où tous les bâtiments hébergeant les Russes sont ciblés avec une bonne précision, avec également des hélicoptères, comme ce Mi-24P, dont les roquettes passent juste à côté du drone, et on voit pour une fois la dispersion des impacts dans les champs, et c'est pas aussi catastrophique que ce que j'imaginais, parce que j'avais aussi des informations comme quoi parfois c'était 500 mètres d'écart entre les différentes roquettes qui pouvaient être tirées. Là, on est quand même sur un niveau de précision qui est faible, mais qui n'est pas aussi dégradé que ce que je pouvais croire, et donc c'est une technique qui est toujours utilisée par les deux protagonistes. Il y a ensuite les offensives, avec de nombreuses images de combats d'infanterie, et on constate aussi qu'ils ont beaucoup de missions de nuit dans lesquelles les Ukrainiens ont un vrai avantage grâce à leurs équipements de vision nocturne qu'ils ont en beaucoup plus grand nombre que les Russes. Pour se défendre, les Russes font usage de bombes planantes, les Fab 500, qui sont larguées par des avions à une distance de 40 km, et c'est vraiment là que les avions F-16 auraient fait la différence, puisque les F-16, en ayant une portée de défense aérienne au-delà de 100 km, eh bien, en restant même à 50 km de sécurité derrière la ligne, ils auraient permis d'empêcher le largage de ces bombes planantes par les Russes, et ça malheureusement, ce ne sera pas pour cette contre-offensive. Donc, on peut dire que c'est une zone de combat qui est d'une intensité inédite depuis au moins le mois de février dernier, à l'époque de la grande offensive russe sur la zone de Vuhledar, qui s'était dénouée par un vrai échec catastrophique pour eux. Et là, on a des pertes humaines et matérielles qui sont très importantes dans les deux camps, avec des témoignages d'officiers russes qui officialisent leur inquiétude, qui se plaignent des munitions rôdeuses ukrainiennes qui sont en nombre quasi illimité, de l'artillerie, où ils disent très clairement qu'ils ont perdu leur avantage malgré la supériorité du volume, également de l'efficacité des obus à sous-munitions ukrainiens qui permettent de nettoyer les tranchées d'une manière relativement efficace. Et il confirme également que les réserves stratégiques russes ont été épuisées dans la zone, avec le besoin de faire appel à des renforts qui viennent d'autres régions, c'est-à-dire qu'ils ont déshabillé notamment la région de Louhansk en faisant venir des parachutistes, les VDV, pour les mettre dans des tranchées, ce qui est du gâchis absolu. Mais d'une manière générale, il y a beaucoup de conscrits qui tiennent les positions, les Ukrainiens viennent, ils essayent de prendre une zone, à partir du moment où ils ont pris une zone, c'est l'infanterie ukrainienne qui occupe, et là vous avez les VDV qui arrivent pour essayer de les déloger, donc vous avez vraiment pied à pied, c'est très compliqué, et on a quand même réussi à avoir des informations comme quoi les Ukrainiens avaient passé la fameuse ligne sur Surovikin, les fameux dents de dragon, les Ukrainiens se battent désormais derrière. Donc côté ukrainien, on a également des combattants qui se plaignent évidemment de leur situation de combat et des pertes importantes, mais on a aussi quelques précieuses pièces qui sont perdues, comme un canon César 8.8, c'est-à-dire qu'il est d'origine danoise, ou également des systèmes de défense aérienne, mais globalement, on constate quand même davantage de pertes qui sont prouvées du côté russe sur ce front, avec des dizaines de blindés, de nombreuses pièces d'artillerie, également 2 hélicoptères Kamov 52, comme celui-ci qui est abattu avec un manpad, et la capture de pas mal de matériel, notamment quand les Ukrainiens arrivent à bien avancer,
Ici, on est sur un T-90M qui est très clairement ce qui se fait de plus moderne dans l'armée russe. Donc, ils en avaient déjà attrapé par le passé, mais c'est toujours positif. Dans certains cas, ils les intègrent à l'armée. Dans d'autres cas, ils vont simplement les échanger. Donc, si on fait le bilan, évidemment, on est en dessous des espoirs les plus optimistes, qui espéraient pouvoir obtenir 20 000 km² comme l'année dernière. C'était déjà exclu au début, puisque la défense n'était absolument pas la même. Les Russes avaient eu le temps de se barricader, mais les Ukrainiens ont pu franchir environ 80% de la défense russe, et notamment les premières lignes qui étaient clairement les plus solidement retranchées, avec des bunkers en dur, en béton, avec ces mines qui avaient été disposées avec jusqu'à une mine par mètre carré dans certaines zones, et au global, ils ont réussi à libérer jusqu'à 120 km de ce front. Et les Russes ne pourront pas reproduire autant de défense, puisqu'ils n'auront pas une année complète avant que les Ukrainiens continuent à avancer. Donc il n'y aura plus autant de difficultés si ça continue. Et donc ce sont ces 20% qui restent, qui est 20% de la défense qui manque avant de pouvoir avancer. Et là, il y a une question de timing, parce que même si les Ukrainiens arrivaient à percer, on va dire dans le mois qui vient, et bien à ce moment-là, ça veut dire que qu'est-ce qu'ils vont exploiter? Si le percement, c'est la destruction de ces dernières lignes de défense se fait au moment où on a le début du gel de la Rasputitsa, eh bien ils ne pourront plus envoyer de grandes masses de manœuvres, et donc ils vont être obligés d'avancer à pied, ce qui évidemment ne permet pas d'avoir le même type de progression. Mais globalement, il faut s'attendre à avoir la continuité de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des combats de haute intensité en première ligne, ce qui impose aux Russes d'avoir beaucoup de matériel, beaucoup d'hommes, une logistique très importante, puisqu'ils consomment beaucoup plus de munitions que ce qu'on voit du côté ukrainien pour obtenir des résultats qui sont en plus relativement inférieurs. Et donc les Ukrainiens imposent un rythme qui nécessite une logistique importante et tapent dans la profondeur pour faire s'effondrer cette logistique. L'objectif, c'est évidemment que le front ne puisse plus tenir, et c'est la seule solution pour pouvoir avancer très franchement. Donc plus à l'est, quand on reste dans le sud, pas loin de la mer d'Azov, dans l'oblast de Donetsk, on observe à peu près les mêmes méthodes et donc les mêmes avancées ukrainiennes. Donc il n'y a pas de différence de technique, mais on a surtout beaucoup plus de destruction de matériel russe, avec l'artillerie qui est très efficace, comme par exemple contre ce lance-missile Grad russe, ou alors en faisant appel à des drones bombardiers, comme ici, avec une petite bombe qui va tomber directement sur ce BTR-80 qui est pourtant en mouvement. Et tout ça conduit localement à des effondrements des forces russes, avec notamment l'encerclement du village de Urozaïne, d'où les Russes n'ont pas reçu l'ordre de se retirer. C'est-à-dire que les Russes qui survivaient ont tenté de fuir par la route qui restait, mais ils se sont fait massacrer par l'artillerie ukrainienne avec l'usage d'obus à fragmentation, comme on le voit ici, avec un ciblage qui était amélioré par l'utilisation des drones. Donc sur la zone, je ne reprends pas les méthodes, mais en gros, on a à peu près la même situation, et on a une profondeur de 10 km sur 40 km de largeur, ce qui est encore une fois un exploit, puisqu'on a des centaines de kilomètres carrés qui ont été libérés, et quand on connaît l'intensité des combats, mètre par mètre, pied par pied, c'est vraiment un grand succès. Mais là aussi, on peut prouver davantage de pertes matérielles du côté russe que du côté ukrainien, et même au niveau humain, on sait très bien qu'il y a évidemment des pertes et des morts très nombreux dans les deux camps, mais on a clairement un avantage du côté des Ukrainiens, étant donné la disproportion de la qualité des offensives, les obus à sous-munitions, l'artillerie qui vise mieux, le surnombre de drones et de munitions kamikazes qui est quand même en faveur des Ukrainiens. Donc si on continue sur ce front et qu'on arrive vers Marinka, cette ville continue à être le théâtre de combats très violents, notamment avec des attaques d'artillerie, par exemple contre ce système de défense aérien OSA russe, ainsi que la destruction d'un canon César d'origine française, donc près de Vesselihai, avec un drone kamikaze russe. Mais on voit aussi beaucoup de drones ukrainiens qui larguent des petites grenades, ce qui provoque des explosions spectaculaires, notamment contre cette UR-77, qui est un véhicule qui lance normalement des sortes de lignes explosives qui permettent de faire un déminage sur une zone avant de lancer un assaut. Et dans cette région, le front n'a pas bougé, malgré les tentatives russes d'assaut, parce que c'est eux qui étaient à la manœuvre dans la zone, et les Ukrainiens sont principalement restés en défense, et ils ont infligé très clairement des pertes importantes aux Russes, grâce notamment aux drones et à l'artillerie, parce qu'a priori les Russes n'avaient pas réellement de guerre électronique dans la zone. Plus au nord, quand on continue, qu'on arrive sur la zone d'Advivka, vous vous souvenez, cette ville était encerclée depuis des mois et des mois, avec une crainte que ces pinces se referment,
mais les Ukrainiens ont réussi à desserrer l'étau, comme vous pouvez le voir, et ça s'est fait en concentrant beaucoup de moyens à longue distance. Ici, par exemple, vous voyez 4 pièces d'artillerie russe de type MSTA qui vont être détruites en même temps grâce au tir simultané de 4 missiles HIMARS dont la précision métrique permet ici d'obtenir un coup au but dans 100% des cas. Donc il y a quand même un bon travail de renseignement pour savoir où est-ce qu'ils étaient avant de tirer. Et on a donc un affaiblissement de l'artillerie russe, également de la défense aérienne russe, et également le ciblage des centres de décision, avec ici une bombe planante JDAM qui est lancée sur un centre de commandement. Puis on a aussi vu la destruction réussie de plusieurs dépôts de munitions, avec sur une période de 3 jours, entre fin juillet et début août, ce qui a permis un effondrement complet de la défense russe sur le sud de la ville, et donc la libération de cette zone. La ville n'est plus en danger aujourd'hui, même si évidemment, il n'en restait plus grand-chose. On notera simplement la très faible utilisation des munitions rôdeuses dans la zone quand on compare avec les images qu'on a sur les autres fronts. Peut-être que c'est en raison d'une guerre électronique russe qui était plus efficace que dans le sud. Quand on continue vers le nord et on arrive sur la fameuse ville de Bakhmout, où les Ukrainiens continuent de bien progresser sur les environs, parce qu'ils n'attaquent pas frontalement la ville, là, ils essaient de l'encercler. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que les Russes se devaient de réagir, et on a effectivement revu des offensives et des contre-offensives. Par exemple ici, on est sur un assaut blindé russe qui est assez bien exécuté, avec à la fois ces chars T-90 et des BMP-2 qui vont arriver jusqu'à la ligne de défense ukrainienne. Sauf qu'une fois qu'ils sont arrivés sur la ligne ukrainienne, ils n'ont pas assez d'infanterie pour tenir la ligne, et tout le monde est obligé de se retirer. Et ça, stratégiquement, c'est important. Ça confirme, ça veut dire que même dans les simples combats et dans les vidéos des combats, on peut apercevoir que les succès ne peuvent plus être transformés en réussite stratégique. C'est-à-dire que tactiquement, ils ont réussi à aller jusqu'à la ligne, mais après, ils n'ont plus les hommes nécessaires pour tenir ces lignes. Et donc, il y a vraiment un manque global d'hommes pour continuer les combats. En tout cas, du côté russe, maintenant, on en a une certitude. Les Ukrainiens, ils ont toujours cette masse de manœuvre qui reste à l'arrière. Dans d'autres cas, les Russes n'ont simplement pas le temps d'avancer. Par exemple, ici, on est à côté d'Andriivka, où ils ont perdu 2 chars T-90, un char T-80, ainsi que 3 autres blindés. Ou dans ce dernier exemple, dans le sud de la zone, où toute la colonne va être détruite par l'artillerie ukrainienne. Et vous pouvez au passage constater le niveau de destruction et le nombre d'obus qui ont été tirés dans les champs, avec quasiment un impact chaque mètre. Donc tous ces terrains vont être à dépolluer dans des conditions absolument incroyables dans les prochaines décennies. Donc, vous le voyez, on a les Russes qui essayent de reprogresser, qui essayent d'arrêter de reculer dans la région, et globalement, on a quand même beaucoup de combats d'artillerie qui sont généralement à l'avantage des Ukrainiens, avec quand même quelques pertes notables du côté ukrainien, comme ce précieux radar de contre-batterie, mais globalement, on arrive à des progressions stratégiques du côté ukrainien, et à la libération de plusieurs villages, avec toujours une même constante: les Russes ne reçoivent pas l'ordre et l'autorisation de reculer, et on a donc des hommes qui sont encerclés, qui se font massacrer, avec la capture de beaucoup de matériel. Et les images que vous voyez ici, c'est la libération de Klishchiivka, où les quelques Russes survivants tentent d'abandonner la ville par la dernière route qu'ils pensent encore tenir, tandis que des dizaines d'autres arrivent en colonne vers les lignes ukrainiennes pour pouvoir se rendre, et tant mieux pour eux, ils vont pouvoir survivre, mais apparemment il y en a un certain nombre qui refusent ensuite d'être échangés. Donc les prisonniers russes refusent d'être échangés contre des prisonniers ukrainiens parce qu'ils ont peur d'être torturés, tués, comme il y a eu des exemples par le passé, notamment chez Wagner, quand des hommes s'étaient rendus. Alors, à Andriivka, on est même dans un cas particulier avec, vous les aimez, c'est un chaudron. Donc là, c'est un bel exemple de chaudron. Et donc, quand on regarde au nord de la ville de Bakhmout, on a également de fortes progressions. Mais le principal, c'est vraiment l'effet stratégique avec cette mise en danger de l'approvisionnement russe dans Bakhmout. Et si les Russes continuent à reculer à cette vitesse dans les prochains mois, eh ben, ils risquent simplement de devoir abandonner la ville de Bakhmout s'ils ne veulent pas se retrouver encerclés à l'intérieur. Et ça, à la vitesse actuelle, ce serait début 2024. Donc, je le répète, il faut absolument que les Russes réagissent s'ils ne veulent pas subir un effondrement dans cette zone ou une évacuation forcée, un autre geste de bonne volonté, comme ils appellent ça. Quand on arrive encore plus au nord, dans l'oblast de Louhansk, là il n'y a pas vraiment d'évolution dans la région autour de Bilohorivka, même si on peut là aussi souligner des combats d'artillerie et de drones. Et tout au nord, on a vu que c'est là que les Russes ont fait les plus gros efforts, qui ont permis quelques progressions. Donc ils ont avancé de quelques kilomètres dans certaines zones, notamment dans les bois et dans les forêts. Il y a des pertes ukrainiennes, par exemple ce CV-90 qui a été fourni par la Suède. Là aussi, on constate plutôt des assauts russes qui sont réalisés à pied, après des préparations d'artillerie qui sont, encore une fois, bien moins précises que ce qu'on peut voir du côté ukrainien, d'où l'utilisation de munitions incendiaires, par exemple, contre des tranchées.
mais ces avancées russes, elles ont clairement cessé avec l'arrivée des obus à sous-munitions, qui ont vraiment eu un effet stratégique sur l'ensemble du front, mais également par le fait que les capacités offensives, donc les VDV, ont été retirées de cette zone pour être envoyées dans le sud. Et à partir du moment où ça a été réalisé, quand ce front a été déshabillé, les offensives ont cessé, et finalement il y a eu peu de progrès russes. En tout cas, pas de ville qui a été vraiment prise, c'est principalement des champs et de la campagne. Donc, si on recule un petit peu et qu'on regarde ce qui se passe notamment en Russie, on a un incroyable accroissement des attaques ukrainiennes sur vraiment une très très large partie du territoire russe. Exactement comme on l'a vu d'ailleurs sur la Crimée. Il y a de très nombreuses attaques contre Moscou, quasiment tous les jours, avec par exemple cette usine qui produit des systèmes optiques et également des munitions, ce qui a provoqué d'énormes explosions en périphérie de la ville. On a également eu des incendies dans la zone de l'aéroport. On a un bâtiment du ministère du Développement Digital dont le département de la communication et des médias de masse a été touché. Autrement dit, ils ont ciblé la propagande russe. Ou même ce bâtiment du ministère de la Défense. Donc ce sont vraiment des résultats incroyables, parce que là, on parle de petits drones, principalement des drones Beaver, qui sont, je vous le rappelle, conçus par des civils qui ont travaillé le soir et le week-end. C'est de l'aéromodélisme efficace. Et quand on voit l'intensité, la densité de la défense aérienne russe sur la zone et cette efficacité, c'est absolument disproportionné. Et donc, on a aussi de beaux résultats avec la destruction d'une usine de microélectronique à Bryansk, le quartier général de l'armée russe dans la ville de Rostov-sur-Don qui a été touché, et sur les avions cibles vraiment spécifiques, un Tupolev 22 qui a été touché sur une base qui est juste à côté de Saint-Pétersbourg, et là c'est un drone quadcopter qui a réalisé ces bombardements dans la nuit du 30 août, et on a également plusieurs bases aériennes qui ont été visées à la même date, notamment à Pskov, où 4 appareils ont été touchés d'après les officiels russes, et on voit ici un Ilyushin 76 qui se prend une grenade. Et la dernière modalité d'action, en dehors du missile, des drones, des petits drones locaux, et ben, il y a des saboteurs qui ont réussi à s'introduire sur l'aéroport militaire de Chalovsky, donc à Moscou, pour y détruire un Antonov 148, un Ilyushin 20 et également un Mi-28, mais la multiplication de ces attaques contre des avions a entraîné la mise en place d'un système de protection ultra perfectionné, comme vous pouvez le voir, avec des pneus qui sont déposés directement sur les avions, et on a vu ça sur plusieurs types d'appareils, sur plusieurs aéroports. Donc à défaut d'avoir une défense aérienne efficace, les Russes ont au moins trouvé un moyen de recycler leurs vieux pneus. Mais ce qui est incroyable, c'est la dissymétrie entre les bombardements des deux pays, entre le ciblage réussi des bâtiments stratégiques, qui sont ultra défendus pourtant avec les drones low-cost ukrainiens, face à une Russie qui arrive pour ainsi dire plus à toucher que des installations civiles, donc par définition non protégées, avec même ces missiles hypersoniques qui sont interceptés. Et d'ailleurs, dans le domaine des bombardements, je vous soulignais l'attitude particulièrement infâme des Russes quand il s'agit de taper volontairement sur les installations civiles. Je vais donner un exemple sur l'hôtel de Zaporijjia, dans lequel j'ai dormi plusieurs nuits. Les Russes ont bombardé cet hôtel et ils ont fait arriver un deuxième missile 20 minutes plus tard pour pouvoir tuer les secours. C'est-à-dire que ça ne s'agit pas d'une erreur de ciblage, c'est un hôtel dans lequel des gens comme moi vont dormir, c'est évidemment pour faire taire les journalistes, pour qu'ils n'aient plus envie de venir dans le pays. Mais c'est une attitude qui est hautement terroriste, qu'ils avaient utilisé déjà en Syrie par le passé, on le savait très bien. Et donc le bombardement 20 minutes plus tard, c'est maintenant devenu une habitude. Ils ont fait la même chose sur un hôtel à Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk. Ils ont également ciblé la pizzeria de Kramatorsk, je m'y suis rendu encore en juillet dernier. Donc il faut comprendre, il n'y a rien, aucune cible militaire, il n'y a rien en fait, on est en plein centre-ville, c'est des maisons, c'est des immeubles, des boutiques. Donc là, on ne peut pas dire qu'ils ont raté une autre cible stratégique, il y a une vraie intention terroriste de tuer des civils et des secours, et l'objectif c'est d'empêcher les témoignages de ce qui peut continuer à se passer en Ukraine. Donc, si on fait un petit point sur le soutien aux deux belligérants, on voit que la Russie a commencé à utiliser des obus nord-coréens, ce qui est quand même évidemment une confirmation qu'ils sont dans un début de pénurie sur les stocks, avec un nombre croissant d'obus qui n'explosent pas, et vous verrez dans quelques jours, j'aurai une interview que j'ai réalisée, j'ai pas encore fait le montage, avec un combattant qui s'appelle Bendo, dans lequel justement il explique qu'est-ce qu'ils font avec tous ces obus russes qui n'explosent pas, ils créent des pièges pour la suite. Et tout ça, ça se traduit évidemment par une baisse de l'intensité des tirs russes qui serait maintenant autour de 20 000 tirs par jour. Mais les Ukrainiens, leur objectif, c'est d'atteindre 8 000 tirs par jour avec les obus de 155 mm, et ça leur permettrait d'avoir une domination sur les Russes. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui.
Côté armement, le rythme des livraisons et des promesses à l'Ukraine, il a encore accéléré, même malgré les souhaits que tout le monde croit que ça va s'effondrer. Non, non, quand vous regardez les chiffres, les États-Unis, c'est 1,9 milliard de dons simplement sur les mois de juillet et d'août, et plein d'autres pays qui sont rentrés dans la danse. La Bulgarie qui va transférer 100 BTR-60, l'Allemagne qui va fournir d'autres systèmes de défense aérienne IRST, l'Azerbaïdjan et la Corée du Sud qui vont fournir des véhicules de déminage, la Pologne qui va encore transférer 12 hélicoptères Mi-24, la Slovaquie qui va offrir des pièces d'artillerie Susanna, la France qui a fourni 150 drones de l'air de différents modèles, la Belgique qui va donner des 6 Sparrow, et là vous voyez la liste des annonces des différents pays sur les 2 derniers mois et demi, et je vous mets évidemment cette liste en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez aller la consulter. La seule innovation, je pense, qui est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, c'est les Britanniques qui ont donné du Malloy T400, je vous ai déjà parlé d'une première version qui avait été fournie, sauf que là on est sur une version qui a une charge utile de 180 kg à une distance de 70 km, ce qui permet théoriquement de lancer des torpilles, des bombes lourdes, etc. Mais ce qui a été aussi validé, comme on le voit dans cette vidéo, pour l'évacuation de blessés. Donc, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit un drone ambulance, et c'est pourtant un sujet dont on parle quand même depuis de nombreuses années. Et encore une fois, l'innovation, elle se fait en Ukraine. Donc, vous l'avez compris, les livraisons, elles continuent. Et les éléments qui ont vraiment un impact notable stratégique, il y en a quand même 3 que je peux noter. Les GLSBD, donc qui sont des systèmes sol-sol, des missiles qui sont normalement largués depuis des avions, mais là qui pourront être tirés par les mêmes lanceurs que les HIMARS, sauf qu'ils auront une portée de 110 km, avec une portée plus intéressante, avec une capacité de revenir vers l'arrière en suivant des trajectoires courbes. Donc ça, ce sera vraiment intéressant parce que ça va pouvoir massifier les bombardements et imposer aux Russes de retirer encore leur logistique de 30 km, ce qui va encore plus rendre difficile pour eux le soutien sur le front. Ensuite, il y aurait l'acceptation de la livraison des missiles à 300 km, les attaques MS, parce qu'aujourd'hui, les missiles de croisière Scalp, Storm Shadow et bientôt les Allemands qui vont arriver, et bien tout ça c'est limité par l'emploi du Sukhoi 24. Les Sukhoi 24, il en reste moins d'une dizaine. C'est le nombre d'avions qui limite le nombre de tirs qui sont réalisés. Mais si ça peut être réalisé depuis le sol, il y en aura une quantité beaucoup plus importante et on pourra avoir une douzaine, une quinzaine de tirs qui pourraient avoir lieu par exemple dans la nuit vers une zone en particulier. Et la troisième arme stratégique qui va arriver début 2024, c'est confirmé maintenant, c'est le F-16 évidemment. Le F-16 qui permettront d'éloigner la menace russe. Les Russes vont devoir adapter leur doctrine aérienne. Ils ne pourront plus rester à simplement 40 km du front pour balancer leurs bombes planantes. Et le F-16, évidemment, il a une capacité antinavale, donc ça va globalement faire évoluer les doctrines russes d'emploi de leurs propres armes. Et donc la question, c'est maintenant de savoir si cette accumulation de moyens aura un effet stratégique. Et alors aujourd'hui, je pense que plus personne ne croit que l'Ukraine puisse libérer son territoire uniquement par les armes. Et là, on se dirige plutôt sur le temps long, c'est-à-dire, je vous en ai parlé, la coupure de l'axe pour isoler Crimée, Zaporijjia et Kherson. Et là, les Ukrainiens estiment qu'il faudrait 18 mois de combat pour qu'ensuite toute cette zone s'effondre d'elle-même. Et ils me le disent, hein, nous l'objectif, c'est comme la France en 1918, eh ben, elle n'a pas viré les Allemands. Les Allemands ont fini par abandonner parce que c'était trop lourd, c'était trop difficile, les civils ont pris la décision de ne plus continuer à se battre, et donc la France a libéré son territoire en 1918 sans avoir besoin de raccompagner les Allemands jusqu'à la frontière, et donc ils veulent faire exactement la même chose. Un petit point sur les dons très nombreux auxquels vous avez pu contribuer, d'abord pour les civils, avec cette voiture qu'on a transformée en cabinet de dentiste mobile, encore une fois avec l'association Be a Hero en Pologne. Another vehicle that we were able to buy because of your great support, wonderful French community, will go to Zaporizhia and will be supporting in delivering humanitarian aid to those who decided to stay in Ukraine or those who just have to stay in Ukraine. Également 2 4x4 ambulances qui sont le résultat de la collecte qui avait été réalisée dans la vidéo avec le combat médic français, avec tout l'équipement qui va avec des aspirateurs, etc. Également des approvisionnements médicaux et humanitaires que j'ai en partie amené moi-même dans mes 2 voyages de cet été. Avec une fois de plus la ratatouille polonaise, on a plein de petits jouets, des vêtements, des équipements, de la nourriture pour chiens, de la nourriture pour les animaux, du café pour qu'ils puissent tenir le choc sur le front.
Voilà, plein de matériel médical également, des systèmes de déminage. Pour les combattants, on a encore des quads, un quad pour l'équipe de Franck, le véhicule que j'ai amené qui a été aménagé en véhicule de commandement qui va pouvoir coordonner des opérations mais également des évacuations, notamment pour les médecins. On a également une grande quantité de drones lourds que j'ai livrés dans une usine, je vous ferai une vidéo très prochainement sur ça. Également des drones à voilure fixe qui vont aller chez Flash, et là c'est un autre combattant, le montage est en cours pour pouvoir publier cette vidéo très prochainement, je vous mettrai le lien également en commentaire de la vidéo. Et vous avez également de matériel optique, là c'est Looping qui vous remercie, et également plein d'équipements individuels avec une petite équipe de Français qui sont maintenant bien protégés. Donc ils vous remercient, vous avez, ils le disent, vous avez sauvé leur vie, eux ils nous défendent, ils protègent les civils sur place, ils libèrent cette zone. Maintenant, il faut commencer à préparer l'hiver, on est fin septembre, les Russes on sait très bien qu'ils vont recommencer à cibler les installations électriques, ils vont refaire cette guerre du froid, donc là il faut commencer à acheter du matériel électrique, des systèmes de chauffage, des tenues d'hiver, et pour certaines, il faut savoir que quand il faut tenir des tranchées par moins 20 degrés, et ben ça coûte quasiment 800 € la tenue, donc je vous remets tous les liens en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez soutenir soit les associations, soit les collectes civiles, soit les collectes militaires. Beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. On ne va pas faire que de l'Ukraine, je vous rassure, pour ceux qui aiment aussi les autres sujets, et j'en fais partie. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.